J'ai eu 58 ans et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu peur. C'est terrifiant quand ton petit-fils de 8 ans, blanc comme un linge, te pousse sur le seuil de ta propre maison en chuchotant « Papy, va-t'en, tu ne peux pas être là. Elles sont en train de s'arranger. » À cet instant, quelque chose en moi est mort, mais autre chose est née. J'ai reçu un coup de poignard dans le dos. Elle ne voulait pas seulement mon argent, elle prévoyait de briser la vie d'un type bien, mon gendre, simplement parce qu'il les agaçait. J'ai décidé de leur monter un tel spectacle qu'après ça, mes 2 princesses allaient mendier un crouton de pain et remercier pour cette misérable aumône. Bonjour, je m'appelle Michel Beaumont. J'ai 58 ans et toute ma vie consciente, j'ai été fier de savoir résoudre n'importe quel problème. J'ai construit un réseau de garages automobiles à partir de rien. Démonté des moteurs de mes propres mains dans un box glacial, pendant que d'autres sirotaient des bières devant la télé. J'ai commencé avec une fosse dans un garage, vissé des boulons par des températures négatives, jusqu'à ce que mes doigts refusent de se plier. J'ai toujours pensé que j'avais les pieds sur terre et que je contrôlais la situation. Mais à ce moment-là, le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. Le gâteau que je tenais à la main me semblait ridicule et lourd, comme si je ne tenais pas une pâtisserie ornée de roses en crème, mais une pierre tombale pour ma vieillesse paisible. La mission avait été annulée à la dernière minute, et moi, tel un jeune amoureux, j'avais foncé à la maison, rêvant de voir les visages surpris et heureux de mes 2 femmes, ma femme Claire et ma fille Sophie. Au lieu du bruit habituel de la télévision ou du tintement de la vaisselle, j'ai été accueilli par un silence ouaté, assourdissant, qui m'a immédiatement bouché les oreilles. Au fond de mon cœur, un mauvais pressentiment s'est glissé. Celui qu'un mécanicien expérimenté ressent une seconde avant qu'un moteur ne se mette à cogner fatalement. Je n'avais même pas eu le temps d'enlever mes chaussures que mon petit-fils Thomas a surgi du salon comme une balle. D'habitude, ce petit diable se pendait à mon cou en poussant des cris de joie, réclamant des cadeaux. Mais là, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son visage était plus blanc que de la craie, et ses grands yeux effrayés couraient dans tous les sens, évitant mon regard. Le gamin s'est jeté contre mes jambes, mais au lieu de m'enlacer, il a commencé à me repousser désespérément vers la lourde porte d'entrée. « Papy, n'entre pas !» a-t-il sifflé, avec une intonation de terreur si adulte que j'en ai eu froid dans le dos. « Va-t'en, tu ne peux pas être là, pas maintenant. » Cette histoire ne m'a pas été facile. Pendant que je rassemble mes pensées, rendez-moi service. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. Je salue tout le monde, les compatriotes comme ceux qui sont loin. Ma première réaction a été stupide et déplacée. J'ai essayé de tourner tout ça à la blague et je lui ai même tendu la boîte de gâteaux. Mais Thomas n'a pas ri. Ses petites épaules se sont mises à trembler dans un sanglot silencieux qui m'a fait plus peur que n'importe quel cri. « Elle s'arrange avec l'oncle », sanglotait mon petit-fils, agrippant la manche de mon manteau avec des doigts blanchis. « Maman et mamie. Elles l'ont promené dans la maison, lui ont montré où étaient les objets de valeur. J'ai tout entendu, papy, j'ai tout entendu. Elle parlait de beaucoup d'argent et de ton coffre dans le bureau. » Les mots de l'enfant tombaient dans ma conscience comme de lourds pavés, fracassant en miettes l'image de mon monde paisible. La boîte de gâteaux a glissé de mes doigts affaiblis et s'est écrasée sur le sol avec un bruit sourd. Mais aucun de nous n'a même tressailli. Mon cerveau refusait de croire à ce qui se passait, cherchant une justification logique à ce que je venais d'entendre. Mais la peur animale dans les yeux de l'enfant ne laissait aucune place au doute. Mon propre sang, ma femme avec qui j'avais partagé le pain et le lit pendant 35 ans, et ma fille unique
préparait un crime contre moi. Il y a encore 5 ans, nous vivions modestement, nous comptions nos sous jusqu'à la paye, mais dans notre maison résonnait toujours le rire. Claire savait dresser une table de fête avec 3 pommes de terre et un bocal de cornichons, et la petite Sophie se réjouissait d'une poupée neuve achetée avec une prime. Puis mon affaire a explosé, et l'argent s'est mis à couler dans la famille comme un fleuve en crue. Je voulais offrir à mes 2 femmes tout ce dont elles avaient été privées pendant les dures années 90. Et ce fut mon erreur la plus fatale, celle pour laquelle je paye aujourd'hui. L'argent ne les a pas seulement changées, il a dévoré leurs âmes, ne laissant que de belles coquilles soignées. Claire, qui autrefois reprisait mes chaussettes et économisait sur les allumettes, fronçait maintenant le nez avec mépris devant les prix dans les magasins ordinaires et ne sortait plus des instituts de beauté de luxe. Sophie a engagé une nounou pour Thomas, déclarant qu'elle était trop fatiguée par la maternité, alors que sa seule occupation était le shopping et les rencontres avec ses copines. À la maison, du personnel est apparu, et avec lui un mépris odieux envers les gens simples, envers le travail et, ce qui est le plus terrible, envers moi. J'étais devenu pour elle un distributeur de billets vivants, une fonction qui devait satisfaire leur « je veux » infini. Il y a une semaine, ma patience a éclaté bruyamment quand j'ai vu le relevé de carte bancaire de ma fille. La somme pour un seul sac à main de luxe équivalait au coût d'une greffe de rein, et ça a été la goutte d'eau. J'ai silencieusement bloqué toutes leurs cartes illimitées, ne laissant qu'un minimum fixe modeste pour la nourriture et l'essence. Elles ont hurlé que j'étais un tyran, un despote, que je les humiliais. Mais j'étais inflexible, espérant que cette leçon leur ferait du bien. Maintenant, je comprenais qu'au lieu d'une leçon, j'avais provoqué une guerre. Thomas continuait de pleurer, le nez mouillé enfoui dans mon manteau. Et ce sang m'a ramené à moi. Je ne pouvais pas faire irruption dans la pièce et provoquer un scandale, parce que je n'avais rien d'autre que les mots d'un enfant effrayé. N'importe quel avocat vous dira que les émotions sont de mauvais conseillers dans les affaires où sont mêlés gros argent et trahison. S'ils avaient vraiment prévu ce dont parlait mon petit-fils, j'avais besoin de preuves en béton, pas d'une crise d'hystérie. Thomas, écoute-moi attentivement. Je me suis accroupi et j'ai serré fermement ses épaules, essayant de lui transmettre une assurance que je ne ressentais déjà plus moi-même. Tu es un brave, tu es un vrai homme, mais maintenant, tu dois faire comme si rien ne s'était passé. Je vais partir, comme si je n'avais jamais été là. Ne dis à personne que tu m'as vu, compris? Ce sera notre secret militaire à tous les 2. Le petit a hoché la tête convulsivement et s'est essuyé les larmes d'un coup de poing, me regardant avec tant d'espoir que j'en ai eu le cœur serré. J'ai rapidement ramassé la boîte de gâteaux écrasée par terre, pathétique symbole de mon bonheur familial détruit, et me suis glissé dehors sans bruit. Dehors, une petite pluie d'automne tombait, qui a immédiatement commencé à laver les restes de mon sang-froid. Je me suis assis dans mon 4x4 et n'ai pas allumé le moteur, restant simplement là, agrippé au volant gainé de cuir. Alors qui était cet oncle avec qui elle s'arrangeait? Avait-elle trouvé quelqu'un de l'extérieur? Ou était-ce quelqu'un de ma connaissance? Dans ma tête, comme une mouche agaçante, tournait une pensée sur Julien, mon gendre. Il travaillait dans l'un de mes garages comme chef mécanicien et était, au fond, la seule personne normale dans cette maison de fous. Un type simple, bon de ses mains. Il aimait sincèrement Sophie, et elle s'essuyait les pieds sur lui, l'ayant transformé en objet de décoration sans voix. Avait-elle pu l'entraîner là-dedans? Ou Julien était-il aussi victime de leur cupidité? Je devais parler à quelqu'un qui connaissait l'envers du décor de ma famille, mais qui restait humain. Julien était la seule option, même si je craignais qu'il ne soit de mèche avec elle. Mais je n'avais pas le choix.
Jouer en solo contre ma propre femme et ma fille était trop dangereux. Le trajet jusqu'au garage a filé comme dans le brouillard. Je n'ai même pas remarqué comment je grillais les feux orange au carrefour. L'atelier m'a accueilli avec le bruit habituel des clés à choc pneumatique et l'odeur d'huile moteur, une odeur qui m'a toujours calmé, me rappelant qui j'étais vraiment. Julien était dans la fosse d'inspection, bricolant la suspension d'une vieille berline. En voyant mes chaussures cirées, il est sorti, s'essuyant les mains avec un chiffon graisseux. « Michel !» Dans sa voix perçait une surprise sincère. « Vous deviez être en déplacement, non ? Il s'est passé quelque chose ?» J'ai scruté attentivement son visage, essayant d'y trouver ne serait-ce qu'une ombre de culpabilité ou de peur, mais je n'y voyais que de la fatigue et de la crasse de cambouis incrustée dans les pores. Ce gars bossait du matin au soir pour satisfaire les caprices de ma fille, et à la maison, il ne récoltait que reproches et disputes. « Sors de là, Julien, j'ai à te parler », ai-je lancé sèchement, m'efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. « Viens dans mon bureau, on sera plus tranquille. » Nous sommes passés dans mon petit bureau aux parois vitrées, d'où on voyait toute la zone de réparation. J'ai fermé les stores hermétiquement, nous coupant du monde extérieur, et d'un geste, j'ai indiqué une chaise à mon gendre. Moi, je suis resté debout, parce que m'asseoir dans cet état était physiquement impossible. « Julien, je vais te poser une question, et ta réponse déterminera si tu restes mon gendre et employé, ou si tu te fais virer d'ici avec un blâme. » Je parlais durement, assombrissant délibérément le tableau pour percer son armure défensive. Qu'est-ce que Sophie manigance? Et n'ose pas me mentir en disant que tu ne sais rien. Mon gendre a pâli, et les taches d'huile sur son visage ont semblé encore plus noires. Il clignait des yeux, perdu, ne comprenant manifestement pas de quoi il s'agissait, ou feignant génialement. « Michel, je ne comprends pas, » a-t-il bredouillé. « Sophie est à la maison avec votre femme. Je suis au travail depuis 8 heures du matin. Quelle manigance! De quoi parlez-vous » J'ai expiré bruyamment, sentant la tension se relâcher un peu. Soit il était le meilleur acteur du monde, soit il n'était vraiment pas au courant. Je lui ai tout raconté. Le retour inattendu, Thomas effrayé, les paroles sur les grosses sommes d'argent et le coffre. Pendant que je parlais, le visage de Julien changeait. D'abord l'incompréhension, puis l'incrédulité, et enfin une sorte de blessure enfantine naïve. « Michel, c'est n'importe quoi !» Il a secoué la tête, et dans sa voix résonnait une supplication. « Thomas est petit, il a dû inventer un truc, regarder trop de films d'action. Sophie aime l'argent? Oui, elle peut être dure. C'est une hystérique, je ne dis pas le contraire. Mais un crime contre son propre père? Non, elle n'irait pas jusque-là. Vous l'avez mal comprise. » Je le regardais, et je voyais comment il s'accrochait désespérément au reste de sa foi en sa femme. Il la défendait non pas parce qu'il l'aimait à ce moment-là, mais par peur que son monde ne s'effondre définitivement. Admettre que ta femme était une criminelle, prête à dépouiller son père, c'était pour lui un coup trop terrible. « Donc tu dis qu'il a inventé ?» J'ai eu un sourire amer. « Et si je te prouve que c'est vrai ? Si je te fais écouter de tes propres oreilles, tu es prêt à connaître la vérité, Julien, ou tu préfères continuer à vivre les yeux fermés jusqu'à ce qu'on te jette à la rue comme un vieux chien ?» À ce moment-là, j'ai compris que j'allais devoir prendre des mesures extrêmes. Les mots d'un enfant n'étaient qu'un signal d'alarme. Mais pour le tribunal de ma conscience, j'avais besoin de faits. Je devais retourner dans cette maison, ce nid de vipères que j'avais moi-même réchauffé sur mon sein, et installer une écoute. Le regard de Julien s'est assombri. Il a baissé les yeux et a commencé à tripoter nerveusement les boutons de sa veste de travail. « Si c'est vrai, » a-t-il murmuré sans lever la tête, « si c'est vrai, Michel, alors je... »
Je ne sais pas ce que je ferai, mais je dois savoir avec certitude. J'ai hoché la tête. La décision était prise. J'allais devoir jouer le rôle le plus difficile de ma vie. Le rôle d'un mari et père qui ne se doute de rien, pendant que mon vieux dictaphone enregistrerait la condamnation de ma famille. Je ne savais pas encore que ce que j'allais entendre dépasserait mes hypothèses les plus audacieuses. « Alors écoute-moi attentivement, mon gars », ai-je dit, l'appelant ainsi pour la première fois. « Demain matin, je vais soi-disant partir pour affaires, et toi tu te comporteras comme d'habitude. Pas un bruit, pas un regard, pas une allusion à Sophie. On va les confondre. » Rentrer à la maison ce soir-là a été plus dur que de traîner une boîte de vitesse cassée sur le dos en montant une côte. Je suis entré dans le hall, plaquant sur mon visage le masque d'un mari fatigué mais calme, alors qu'à l'intérieur, tout tremblait de tension comme un câble d'embrayage trop tendu. Claire m'a accueilli dans le salon. Elle était assise dans un fauteuil, feuilletant un magazine de mode, et n'a même pas tourné la tête vers moi, se contentant de lancer machinalement « Le dîner est sur la table ». Dans cette indifférence, je voyais maintenant non pas simplement une habitude, mais le calcul froid d'un prédateur sûr que sa proie ne s'échappera pas. Je suis passé à la cuisine, m'efforçant de ne pas faire de bruit, et me suis longuement lavé les mains, regardant l'eau s'écouler dans l'évier, emportant avec elle ma foi en ma famille. Je devais survivre à cette nuit sans me trahir par un seul regard, un seul mot, parce que la moindre erreur pouvait me coûter non seulement de l'argent, mais aussi les restes de mon amour-propre. Thomas, mon petit allié, dormait déjà, et j'ai mentalement remercié Dieu que l'enfant n'ait pas eu à participer à ce spectacle du soir, empreint de mensonges. Le matin a commencé par l'agitation habituelle. Sophie réclamait bruyamment du café. Claire se plaignait de migraines, et moi, je me préparais à partir au travail, essayant d'être le plus discret possible. Mon plan était simple et fiable comme un vieux cric soviétique. Pendant que les femmes étaient occupées à discuter de leur prochaine visite chez l'esthéticienne, je me suis glissé dans le salon. Sur l'étagère supérieure de la bibliothèque, parmi les éditions de luxe de classiques que personne n'ouvrait jamais, se trouvait une rangée d'encyclopédies poussiéreuses. J'ai sorti de ma poche mon vieux dictaphone éprouvé avec fonction d'activation vocale, une machine fiable qui m'avait sorti d'affaires plus d'une fois lors de négociations difficiles dans les années 90. Mes mains ne tremblaient pas quand j'ai caché l'appareil derrière les volumes de Balzac, mais mon cœur battait si fort qu'il me semblait que ce bruit s'entendait dans toute la maison. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, vérifié que le voyant rouge n'était pas visible et replacé les livres. Maintenant, cette petite boîte noire était devenue mes oreilles, dans une maison où l'on me prenait pour un portefeuille sourd. « Michel, tu viens bientôt !» a crié Claire de la cuisine, et j'ai sursauté comme si on m'avait électrocuté. « J'arrive, chérie !» ai-je répondu, surpris de voir comme le mensonge sonnait naturel dans ma voix. « Du boulot au garage, je rentrerai tard. » Les 3 jours suivants se sont transformés en torture d'attente. Je vivais une double vie. Le jour, je réglais les questions de l'entreprise, engueulais les fournisseurs et contrôlais les réparations. Et le soir, assis dans ma voiture quelque part dans une ruelle tranquille, je mettais mes écouteurs et plongeais dans le linge sale de ma propre famille. Au début, je n'entendais que des bavardages sans fin sur les fringues, des ragots sur les copines et des plaintes sur mon avarice. C'était dégoûtant, mais pas mortel. Du simple papotage de bonne femme qui fane les oreilles, mais ne détruit pas les destins. Mais le 4e jour, alors que je commençais à douter des paroles de mon petit-fils et à penser que le gamin avait peut-être vraiment mal compris quelque chose, l'enregistrement m'a frappé en plein ventre.
Il faisait déjà nuit. Je m'étais garé près du quai, regardant l'eau noire de la Seine, et j'avais appuyé sur le bouton de lecture. D'abord, j'ai entendu un tintement de vaisselle. Elle buvait du thé, ou plus probablement, du vin. Et puis la voix de Sophie a retenti, mais pas ce ton capricieux auquel j'étais habitué, une voix dure, professionnelle, dénuée de toute émotion, une voix calculatrice. On fait tout la semaine prochaine, quand il partira pour les négociations en région, disait ma fille, aussi calmement que si elle discutait de l'achat de nouveaux rideaux. J'ai déjà trouvé des types, des junkies du quartier. Ils ont besoin d'une dose. Ils feront tout pour 3 fois rien. Qu'ils embarquent la télé, retournent tous sens dessus-dessous, cassent une vitre pour faire vrai. Il faut que ça ressemble à un cambriolage classique pour les flics. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. Ma fille engageait des toxicos pour qu'ils saccagent notre maison. Mais ce que j'ai entendu ensuite m'a fait agripper le volant si fort que le cuir a grincé. Et le coffre ? C'était la voix de Claire, tremblante, soit de peur, soit d'excitation. Le coffre, on l'ouvrira nous-mêmes pendant qu'ils feront du bruit en bas, a tranché Sophie. Je connais le code. J'ai regardé quand papa sortait des documents. On prendra le liquide et les bijoux. Papa touchera l'assurance de toute façon. Il est riche, il ne s'appauvrira pas. Et aux flics, on fera comprendre... Là, elle a marqué une pause, et je l'ai entendu ricaner. On leur fera comprendre que c'est Julien qui a oublié de mettre l'alarme, ou qu'il a carrément désactivé pour se faire un billet. Qui le cuisine un bon coup, l'interroge, peut-être qu'il aura la trouille et qui se tirera tout seul. J'en peux plus de lui, c'est une lavette, pas un homme. Dans l'habitacle de ma voiture, un silence de mort s'est installé, troublé seulement par le vrombissement des voitures qui passaient. J'ai arraché mes écouteurs et les ai jetés sur le siège passager, sentant quelque chose mourir définitivement en moi. Ce n'était pas simplement du vol. C'était une trahison de sang-froid, planifiée, assaisonnée du désir de détruire la vie d'un homme qu'il aimait plus que tout au monde, son propre mari. Sophie était prête à jeter le père de ses enfants sous le rouleau compresseur de la justice, simplement parce qu'il l'agaçait. J'ai eu envie de hurler, envie de fracasser le pare-brise à coups de poing, mais je me suis forcé à respirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Pas le moment de céder aux émotions. Il fallait agir, sauver celui qu'on pouvait encore sauver. J'ai fait demi-tour et ai foncé chez Julien à toute allure. Il était déjà tard, la journée de travail était finie, mais je savais qu'il traînait souvent à l'atelier pour ne pas rentrer chez lui où personne ne l'attendait avec bienveillance. « Michel !» s'est-il étonné. « Il s'est passé quelque chose ? Vous êtes tout pâle. » Je me suis approché silencieusement de la table et repoussé sa tasse et ai posé le dictaphone devant lui. Ce petit objet pesait maintenant plus lourd que toute mon entreprise. « Tu te souviens, je t'ai parlé des fantasmes de Thomas ?» Ma voix sonnait sourde et rauque, comme celle d'un vieillard. J'avais tort. Ce ne sont pas des fantasmes, c'est une condamnation. Écoute. J'ai appuyé sur le bouton. Dans le silence de l'atelier, la voix de Sophie a résonné particulièrement âpre et venimeuse, se réverbérant sur les murs de béton et les ponts élévateurs métalliques. J'ai observé attentivement le visage de mon gendre. D'abord, il a froncé les sourcils, ne comprenant pas le contexte. Mais quand il a été question des junkies et du cambriolage, ses sourcils se sont levés. Et quand Sophie a prononcé les mots sur le fait qu'il fallait piéger Julien et le laisser se faire cuisiner, il s'est figé, comme frappé par une masse à l'arrière du crâne. L'enregistrement s'est terminé, mais Julien continuait de rester immobile, fixant un point. Son visage était devenu gris, ses lèvres avaient blanchi. Il a lentement retiré ses gants de travail crasseux et j'ai vu ses doigts trembler d'un tremblement fin et répugnant. Elle a vraiment dit ça ?
a-t-il chuchoté, et sa voix s'est brisée. « Tu connais ma voix, Julien, et tu connais la voix de ta femme, » ai-je répondu durement, même si j'avais envie de prendre le gars dans mes bras et de le consoler. « Sophie veut te faire coffrer pour se débarrasser de toi. Tu es pour elle du matériel usagé. Un obstacle sur le chemin de mon argent. » Julien s'est levé en chancelant, s'est approché de la fontaine à eau et s'est servi un verre. Il l'a bu d'un trait, puis un autre. L'eau a coulé sur sa combinaison graissée, mais il ne l'a même pas remarqué. Dans ses yeux, toujours si doux et bons, se produisait maintenant une terrible fracture. Un monde s'écroulait, celui dans lequel il avait vécu ces dernières années, justifiant la femme qu'il aimait. « J'ai pourtant tout fait pour elle, » a-t-il dit doucement, regardant dans le vide. « J'ai payé ses crédits, fait du taxi la nuit quand l'argent manquait, supporté ses lubies. Je pensais qu'elle avait juste un caractère difficile. Et elle, me livrait aux flics, aux junkies. » Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu quelque chose de nouveau dans son regard. Il n'y avait plus de soumission, ni de peur. S'allumait là un feu froid de haine, et, plus important encore, de détermination. La douleur dessoule, je le savais par expérience. « Qu'est-ce qu'on fait, patron ?» a-t-il demandé d'une voix sourde. Et cette appellation « patron » résonnait maintenant non pas comme une subordination professionnelle, mais comme une reconnaissance de moi en tant que chef de meute, celui qu'il était prêt à suivre. « On va leur donner ce qu'elles veulent », ai-je prononcé lentement, pesant chaque mot. « Elles veulent un spectacle, elles l'auront. Mais c'est nous qui serons les metteurs en scène. » À ce moment-là, j'ai pris ma décision définitive. Je ne les livrerai pas à la police. Ce serait trop simple et trop clément pour elles. La prison ne corrigerait pas Sophie, elle ne ferait que l'aigrir. Je ne voulais pas de punition, mais de renaissance ou de destruction totale de leur orgueil. « Julien, écoute mes ordres. » Je me suis approché de lui. « Demain, tu envoies Thomas chez tes parents. Invente n'importe quelle excuse. Dis que tu veux qu'il se repose avant l'école et qu'il respire le bon air. L'essentiel, c'est d'écarter l'enfant de la ligne de tir. »« Sophie ne le laissera pas partir, » a secoué la tête mon gendre. « Elle l'utilise comme bouclier. »« Elle le laissera partir, » ai-je souri, me rappelant l'enregistrement. En ce moment, un enfant à la maison ne fait que les gêner. Elles préparent un cambriolage et elles n'ont pas besoin de témoins supplémentaires. Tu verras avec quelle joie elle acceptera. Julien a hoché la tête et serré les poings. « D'accord. Et après ?» a-t-il demandé. « Après, on prépare le décor pour le final, » ai-je répondu. « J'ai un ami, Pierre, avocat, et Marc, chef de la sécurité. On va leur organiser une telle saisie de biens qu'elles oublieront comment respirer. Mais j'ai besoin que tu tielles le coup. Tu peux la regarder dans les yeux et sourire en sachant qu'elle t'a trahi. » Julien a regardé ses mains, puis a levé les yeux vers moi. Il y avait de l'acier dans son regard. « Je pourrais, Michel. Pour Thomas et pour moi. Je ne suis plus un paillasson. » Nous nous sommes serrés la main, fermement, entre hommes, scellant notre alliance. Dans le box sombre de l'atelier automobile, au milieu de l'odeur d'huile et de métal, était née notre petite armée de la vengeance. Je suis sorti dans la rue, où la pluie avait cessé, et j'ai respiré l'air froid de la nuit. Maintenant, je n'étais plus seul, et j'étais prêt à donner à mes femmes la leçon la plus cruelle de leur vie. Le lendemain matin, j'étais assis en bout de table, mâchant lentement un toast sans goût, et j'observais ma famille par-dessus mes lunettes. Sophie feuilletait paresseusement son fil d'actualité sur son téléphone, ne touchant même pas à la nourriture, et Claire remuait distraitement le sucre dans sa tasse, alors que je savais pertinemment qu'elle y avait déjà mis 3 morceaux. La tension dans l'air était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Mais les femmes attribuaient mon silence à ma morosité matinale habituelle, ne se doutant pas que le piège était déjà armé. Julien est entré dans la cuisine. Je lui ai adressé un hochement de tête à peine perceptible,
donnant le signal de début de la première partie de notre plan. Mon gendre avait l'air calme, mais je voyais la veine qui pulsait sur sa tempe. Le gars était nerveux, mais se maîtrisait. Il s'est approché de Sophie, a posé la main sur le dossier de sa chaise et a prononcé la phrase préparée à l'avance, s'efforçant de donner à sa voix un ton banal. « Sophie, j'ai pensé, je vais emmener Thomas chez mes parents à la campagne pour une semaine. Qu'il respire l'air, qu'il court avec les copains, il est tout pâle en ville. Et puis les vacances scolaires ont commencé. » Je me suis figé, m'attendant au scandale habituel. D'habitude, Sophie percevait toute tentative d'emmener son fils chez les parents campagnards comme une insulte personnelle, déclarant qu'il y régnait là-bas insalubrité et mauvaise influence. Je m'étais préparé à intervenir si elle commençait à crier, mais la réaction de ma fille m'a fait serrer les mâchoires encore plus fort. Sophie n'a même pas levé les yeux de l'écran de son smartphone. « Emmène-le » a-t-elle lancé avec indifférence, agitant une main au vernis impeccable. « Mais veille à ce qu'il n'attrape pas froid là-bas, et c'est moi qui préparais ses affaires, sinon tu vas prendre que de la vieillerie. » J'ai capté le regard rapide qu'ont échangé Claire et Sophie. Dans leurs yeux a brillé un soulagement non dissimulé, mêlé de triomphe. Ça les arrangeait que l'enfant ne soit pas à la maison dans les jours à venir. Sans oreilles ni yeux en trop, réaliser leur sale coup serait bien plus facile. Thomas était pour elle un obstacle gênant, une caméra vivante qu'il fallait éteindre. 1 heure plus tard, Julien sortait déjà les sacs vers la voiture. Thomas, vêtu d'une veste colorée, se tenait dans l'entrée et me regardait avec une question muette. Il comprenait qu'on ne l'envoyait pas là-bas pour rien, que c'était partie d'un jeu d'adultes dangereux. Je me suis accroupi devant mon petit-fils, lui ai rajusté son bonnet et cligné de l'œil, m'efforçant d'avoir l'air d'un grand-père sûr de lui qui a tout sous contrôle. « Va, mon brave, » lui ai-je chuchoté. « Repose-toi bien, et quand tu reviendras, tout sera différent, promis. » Le petit a hoché la tête et m'a serré fort le cou. Il sentait le shampoing pour enfants et le lait, une odeur de pureté dans cette maison maudite. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière eux, j'ai ressenti un vide étrange, comme si la dernière goutte de vie avait quitté la maison, nous laissant seuls face à la tempête qui se préparait. Le soir même, j'ai réuni dans mon bureau au travail les rares personnes en qui je pouvais encore avoir confiance. Pierre, mon vieil ami et brillant avocat, avec qui on avait traversé le feu et l'eau des années 90, était assis dans un profond fauteuil en cuir, nettoyant ses lunettes avec un chiffon en daim. À côté, adossé au mur tel un roc massif, se tenait Marc, chef de mon service de sécurité, ancien officier des forces spéciales, un homme qui comprenait les mots honneur et fidélité au sens littéral. Il m'était insupportablement honteux d'étaler ce linge sale. Avouer à des amis que toi, homme d'affaires prospère, tu avais élevé des serpents chez toi prêts à te mordre. C'est un coup à l'amour-propre masculin qui te met KO plus qu'un crochet de boxeur. Mais je n'avais pas le choix. J'ai sorti silencieusement le dictaphone de ma poche et l'ai posé sur la surface polie de la table. « Écoutez simplement », ai-je dit, et ma voix a résonné sourdement dans le silence du bureau. Jusqu'au bout. L'enregistrement a commencé. La voix cynique de Sophie, discutant les détails du cambriolage, et l'acquiescement lâche de Claire ont rempli l'espace. J'observais les visages de mes amis. Marc, qui en avait vu de toutes les couleurs dans sa vie, n'a fait que grincer des dents, et ses mâchoires se sont mises à jouer. Pierre, lui, a cessé de nettoyer ses lunettes, s'est figé, puis les a lentement remises, comme s'il voulait mieux voir l'ennemi invisible. Quand l'enregistrement s'est terminé,
Un silence de mort s'est installé dans le bureau. On n'entendait que le tic-tac de la pendule de parquet dans le coin, égrenant les minutes de mon ancienne vie. Pierre a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez avec lassitude, vieillissant instantanément de 10 ans. « C'est du pénal, Michel », a-t-il constaté doucement, mais fermement. Article 311-4, alinéa 4, en bande organisée, plus incitation. On peut les livrer à la police tout de suite. Cet enregistrement et le témoignage de ton petit-fils suffiront à les envoyer coudre des mitaines pendant 5 ans. Et c'est là que je veux vous poser une question, qui me torture encore quand je me retrouve seul. Écrivez dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous livré votre propre femme et votre fille à la prison pour préparation de cambriolage? Ou auriez-vous essayé de leur donner une leçon vous-même, en risquant tout? Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville nocturne. Là-bas en bas bouillonnait la vie. Les gens se précipitaient chez eux, vers leur famille, et moi, je me tenais face au choix le plus difficile de mon existence. Envoyer ma fille en prison signifiait briser sa vie définitivement. La prison ne soigne pas l'âme, elle ne fait qu'estropier le corps et tuer les restes d'humanité. Et moi, j'avais besoin de retrouver l'être humain en elle. Non, ai-je secoué la tête négativement sans me retourner. Pas de prison, est-ce en mon sang, qu'elle soit maudite. Mais pardonner, faire comme si de rien n'était, je ne vais pas le faire non plus. J'ai besoin de votre aide, les gars, pour leur monter un spectacle, une thérapie de choc telle qu'elles trembleront jusqu'à la fin de leur jour à la seule idée de mentir. Je me suis tourné vers eux et j'ai vu dans les yeux de Marc une approbation. Il me comprenait sans mots. Pierre, lui, regardait avec doute, comme un médecin qui n'est pas sûr que le patient survivra à l'opération sans anesthésie. « Tu es sûr, Michel ?» a demandé l'avocat. « C'est dangereux. Si elles craquent, si elles comprennent que c'est un jeu... » « Elles ne comprendront pas, ai-je tranché. Parce que pour elles, l'argent c'est la seule réalité. Enlève-leur l'argent et elles croiront n'importe quoi. » J'ai brièvement, dans les grandes lignes, exposé mon plan. Le plan était cruel, peut-être même trop, mais les demi-mesures ne fonctionnaient plus ici. Marc a levé un sourcil étonné quand je suis arrivé au cœur du sujet. « Tu es sérieux, Michel ?» a-t-il sifflé. « C'est vraiment dur. Les envoyer dans ce trou. Elles vont hurler au bout d'un jour. Elles peuvent même tomber dans les pommes à la vue des toilettes dehors. » « Pas plus dur que ce qu'elles me préparaient, ai-je répondu froidement, sentant la vague de rancœur remonter en moi. Elles voulaient engager des toxicos pour qu'ils saccagent ma maison. Elles voulaient faire coffrer Julien. Moi, je veux juste leur montrer la vie dont je les ai préservées. « Pierre, tu peux préparer le matériel nécessaire. J'ai besoin que tout ait l'air aussi officiel et effrayant que possible. Saisie des comptes, inventaire des biens, des gens en uniforme. » Pierre a hésité un instant, me scrutant de son regard professionnel et perçant. Il pesait les risques, calculait les variantes, mais ensuite il a souri de travers. En lui s'est réveillé cet entrain avec lequel on avait autrefois lancé notre affaire. « Ce sera convaincant, » a-t-il acquiescé. « Je vais préparer l'ordonnance de saisie. On choisira des articles sérieux. Fraude fiscale aggravée, blanchiment d'argent, escroquerie. Ça ne laissera pas une mouche passer. Elles croiront chaque mot, surtout quand elles verront les tampons. Et mes gars assureront les effets spéciaux, » a ajouté Marc en faisant craquer ses poings. « Personne n'osera même broncher. Quand est-ce qu'on commence ? » « Après-demain, ai-je dit. Le matin même où elles ont prévu leur raid. On joue sur l'anticipation. » Je suis rentré chez moi tard dans la nuit. Dans la maison, c'était silencieux. Tout le monde dormait. Je suis passé devant la chambre où, sur des draps de soie, dormait Claire. Dans la lumière lunaire, son visage semblait calme et serein, presque le même que dans sa jeunesse. Je la regardais
et j'essayais de comprendre à quel moment on s'était perdu l'un l'autre, quand l'argent avait remplacé les conversations, quand les cadeaux étaient devenus plus importants que l'attention. Je me suis couché tout au bord du grand lit, m'efforçant de ne pas la toucher, comme si j'avais peur de me contaminer à cette indifférence. Je voyais Sophie stressée. Elle envoyait constamment des messages sur son téléphone, clairement pour peaufiner les détails avec les exécutants. Elle ne savait pas que ces exécutants n'allaient plus servir. Julien a appelé dans l'après-midi et a rapporté que Thomas était en sécurité chez sa grand-mère, buvant du lait frais et courant après les poules dans la cour. « Tiens bon, mon gars, lui ai-je dit. Plus pour longtemps. Demain commence une nouvelle vie. » Et puis ce matin est arrivé. Le soleil brillait fort, comme pour se moquer de ce qui allait se passer. Les femmes étaient assises sur la véranda, sirotant paresseusement leur café et discutant de leurs projets pour la journée. Sophie parlait d'un passage au spa. Claire hochait la tête. Je me tenais près de la fenêtre du salon et regardais le portail. À 10 heures pile, 2 minibus noirs et le 4x4 teinté de pierre ont débarqué devant notre maison dans un crissement de frein. Le portail s'est ouvert sous le choc du pare-choc. Marc avait décidé de ne pas lésiner pour l'effet maximal. « Qu'est-ce qui se passe ?» a hurlé Claire en bondissant de sa chaise et renversant sa tasse. À ce moment-là, des hommes en tenue noire, masqués et fusils d'assaut en main, se sont déversés dans la cour. « Tout le monde reste où il est, intervention du GIGN », a rugi l'un des hommes d'une voix si forte que j'en ai eu les oreilles qui bourdonnent. Le spectacle commençait, et je suis sorti sur le perron pour jouer mon rôle. Le rôle du chef de famille bouleversé, dont l'empire s'effondre sous ses yeux. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas l'empire qui s'effondrait. C'était la prison que j'avais moi-même construite pour mes proches. Pierre est entré dans la cour. Mon vieil ami, avec qui on avait autrefois fait des grillades et baptisé nos enfants, ressemblait maintenant à une machine impitoyable de la justice. Il portait un costume gris strict, par-dessus lequel il avait jeté un imperméable d'uniforme, et dans ses mains, il tenait une épaisse chemise avec un sceau officiel. Il ne m'a même pas regardé comme un ami. Son regard était glacial. À travers les verres de ses lunettes, il nous observait non pas comme des êtres humains, mais comme des objets d'inventaire. « Monsieur Beaumont !» Sa voix résonnait sèchement et d'une manière grinçante, comme s'il lisait une sentence de mort. Michel Beaumont. J'ai lentement hoché la tête, sentant mon cœur se serrer d'un étrange mélange de peur et de satisfaction. Le jeu avait commencé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Commissaire divisionnaire Moreau, s'est présenté Pierre avec un nom d'emprunt, mais d'une manière si convaincante que j'ai moi-même failli y croire. Une procédure judiciaire a été ouverte contre votre entreprise pour fraude fiscale aggravée, blanchiment de capitaux illicites et escroquerie en bande organisée. « Quelle escroquerie !» a hurlé Sophie en bondissant de sa chaise longue. « Vous savez qui est mon père ? Il va passer un coup de fil et vous faire tous virer. Papa, dis-leur quelque chose !» Elle s'est tournée vers moi, s'attendant à ce que je sorte mon téléphone comme toujours et règle tous les problèmes d'un seul appel. Mais je n'ai fait que baisser les bras avec impuissance et voûter les épaules, jouant l'homme acculé. « Tous les comptes sont saisis », a continué Pierre, sans prêter attention à ses cris, et sa voix couvrait le bruit du vent. « Les biens meubles et immeubles sont sujets à confiscation pour éponger la dette envers l'État. La maison sera scellée dans 24 heures. Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires personnelles. Les bijoux, fourrures et objets de luxe sont saisis et inventoriés. » Claire, ma femme, qui jusque-là était restée assise comme paralysée, s'est soudain mise à happer de l'air comme un poisson jeté sur la berge. Elle s'est agrippée le cœur et a commencé à s'affaisser lentement au sol. Mais je savais que c'était encore un de ses numéros.
Elle faisait ça à chaque fois que je refusais de lui acheter un nouveau manteau de fourrure. « Pas de cirque, madame !» a rugi un des hommes de marque avec son masque, et Claire s'est redressée instantanément, regardant avec effroi le fusil d'assaut dans ses mains. « Michel, fais quelque chose !» a-t-elle sangloté en s'accrochant à ma veste. « Ils vont tout prendre. Où est-ce qu'on va aller ?»« Je ne peux rien faire, Claire. » J'ai dit ça doucement, en la regardant droit dans les yeux. Et à ce moment-là, je ne mentais presque pas. Les comptes sont bloqués. Les avocats ne répondent pas. On dirait que c'est la fin. L'heure qui a suivi s'est transformée en chaos infernal que j'ai observé avec un calme sombre. Des hommes masqués circulaient dans ma maison, ouvraient les placards en maîtres des lieux, entassaient dans des cartons statuettes, tableaux, matériel high-tech coûteux. Sophie a essayé de cacher ses boucles d'oreilles en diamant dans son sac à main, mais Pierre a intercepté sa main avec douceur mais fermeté. « Objet de valeur, mademoiselle, a-t-il dit, et j'ai vu ma fille se décomposer de rage et d'impuissance. Laissez ça là. Là où vous allez, vous n'en aurez pas besoin. Où on va ? Sophie s'est figée, et dans ses yeux a brillé pour la première fois une véritable peur animale. Assignation à résidence, en attendant la signature d'un contrôle judiciaire, a lancé Pierre en notant quelque chose dans son carnet. Lieu de résidence déterminé selon l'adresse d'origine du chef de famille en zone rurale, en attendant l'éclaircissement des circonstances. Julien, qui était resté en retrait tout ce temps, jouant la confusion, s'est approché de moi. Nous avons échangé un regard. Dans ses yeux, j'ai vu une question muette. Pas trop dure quand même. J'ai secoué imperceptiblement la tête. Juste ce qu'il faut. « Faites vos bagages », ai-je ordonné à mes femmes, m'efforçant que ma voix ne tremble pas. Des vêtements chauds, des chaussures solides. Pas de robe du soir. On va à la maison de mes parents. « Au village ?» ont gémi en chœur Claire et Sophie. « Dans cette bicoque pourrie, je préfère mourir. » Le choix n'est pas très large, ai-je tranché en prenant un sac de sport. Soit le village, soit une cellule de détention provisoire pour complicité de détournement. À vous de choisir. C'était du bluff, mais ça a marché à merveille. Le mot « cellule » a agi sur elle de façon magique. 40 minutes plus tard, nous étions déjà assis dans mon vieux 4x4 de travail que j'utilisais pour la chasse. Les luxueuses Mercedes et Lexus étaient restées garées dans la cour, scellées par des rubans rouges. Je me suis installé au volant, Julien à côté sur le siège passager, et les femmes se sont tassées sur la banquette arrière, serrant contre elles les sacs contenant les vestiges de leur ancien luxe. Nous roulions en silence. La ville est restée derrière, remplacée par des banlieues grises, puis par des champs et des forêts. L'asphalte a cédé la place à un chemin de terre défoncé, et la voiture a commencé à secouer sur les nids de poules. À chaque kilomètre, les visages de mes passagères devenaient de plus en plus sombres et dégoûtés. Elles regardaient par la fenêtre les clôtures de travers, la boue, les paysages automnals lugubres, et je ressentais physiquement comment s'effondrait leur monde habituel de confort et de « tout est permis ». Croyez-moi, c'est un spectacle terrible. Voir comment les gens se dépouillent de leur vernis superficiel de glamour, révélant le vide en dessous. Elle ne pensait pas à comment soutenir le père et le mari dans ce moment difficile. Elle pensait seulement qu'elle ne pourrait plus poster de belles photos sur les réseaux sociaux. Nous sommes arrivés à la maison de mes parents vers le soir. La maison où j'avais grandi était vide depuis 10 ans, depuis la mort de maman. Je l'entretenais, ne la laissais pas se délabrer, mais personne n'y vivait. Elle nous a accueillis avec un jardin envahi de mauvaises herbes, les fenêtres sombres comme des orbites vides et une odeur d'humidité. Le portillon a grincé plaintivement quand je l'ai poussé, comme pour se plaindre de sa longue solitude. « On va vivre ici. » Sophie est sortie de la voiture et a grimacé avec dégoût en marchant dans une flaque avec ses baskets de luxe.
Papa, tu plaisantes. Ça pue ici. Ici, ça sent la terre et les feuilles mortes, ai-je répondu en sortant les clés. Habitue-toi. On n'a plus d'autre maison. J'ai ouvert la porte et une odeur de froid moisi d'un logement inhabité nous a frappés. Dans les coins pendaient des toiles d'araignées, sur le sol une couche de poussière. Le poêle était froid et noir. Commodité, une cabane en bois au fond du jardin, l'eau au puits à 50 mètres. Pas d'internet, pas de chauffage central, pas d'eau chaude au robinet. Claire est entrée dans l'entrée, a regardé autour d'elle et s'est couvert le visage de ses mains. « Mon Dieu, pourquoi ?» a-t-elle gémi. « Michel, dis-moi que c'est un cauchemar. Dis-moi qu'on va se réveiller à la maison dans nos lits douillets. » « C'est la réalité, Claire, » ai-je dit durement en rentrant les sacs. Plus d'argent. Compte saisi. Carte bloquée. Il ne nous reste que ce qu'on a pu prendre et un peu de liquide pour la nourriture. La première nuit a été une véritable épreuve de résistance. Les femmes ont refusé de défaire les bagages. Elles sont simplement restées assises sur le vieux canapé, emmitouflées dans leurs manteaux, tremblant de froid et d'horreur. J'ai allumé le poêle, et une odeur de fumée et de bois brûlé s'est répandue dans la maison. Une odeur que j'aimais depuis l'enfance, mais qui a fait tousser Sophie et déclenché une nouvelle crise d'hystérie. « Je ne peux pas respirer ici !» criait-elle. « Julien, fais quelque chose! Tu es un homme! Emmène-nous à l'hôtel !» Julien, qui jusque-là portait du bois en silence, s'est arrêté et l'a regardé d'un regard long et lourd. « À l'hôtel, il faut payer, Sophie, » a-t-il dit calmement. « Et dans ma poche, j'ai de quoi nous nourrir pour 1 semaine. Donc, soit on chauffe le poêle, soit on gèle. Moi, je choisis la chaleur. » Il s'est détourné et a continué à s'occuper. J'ai vu Sophie ouvrir la bouche pour déverser une nouvelle dose de venin, puis la refermer. Dans le comportement de son éternellement soumis mari, apparaissait quelque chose qui l'a fait se taire. Pour la première fois, elle s'est heurtée à un mur qu'elle ne pouvait pas franchir avec ses caprices. J'étais couché dans le noir, écoutant le vent hurler dans le conduit de la cheminée, et je pensais à ce qui nous attendait demain. Demain commencerait le vrai sevrage. Sans salon de beauté, sans cuisinière, sans Instagram. Elles allaient devoir apprendre à vivre à nouveau, apprendre à éplucher des pommes de terre, porter de l'eau, faire la vaisselle dans une bassine. Michel, le chuchotement de Claire a percé l'obscurité. « Tu dors ?»« Non, » ai-je répondu. « C'est pas pour longtemps, hein ?» Dans sa voix résonnait un espoir si enfantin que j'ai eu pitié d'elle 1 seconde. Pierre va arranger les choses, les avocats vont aider. Je me suis tourné sur le côté, lui tournant le dos. Je ne sais pas, Claire. Prie pour qu'on ne soit pas emprisonné. Et oublie le luxe. Maintenant, notre tâche, c'est simplement de survivre. Le matin, je me suis réveillé le premier, par vieille habitude. Dans la maison, il faisait froid. Le poêle s'était éteint pendant la nuit. Je suis sorti sur le perron. Le brouillard s'étalait sur le potager, cachant la clôture de travers. Quelque part au loin, un coq a chanté. J'ai respiré à plein poumon l'air glacial et j'ai ressenti une étrange liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'avais à courir nulle part. Je n'avais pas à gagner 1 million de plus pour combler le gouffre sans fond des besoins de ma famille. Je suis rentré dans la maison. Julien ne dormait déjà plus. Il était assis près du poêle et essayait de rallumer le feu. Je me suis approché et lui ai posé la main sur l'épaule. « Aujourd'hui va être une journée difficile, » ai-je dit doucement. « Elles vont se réveiller affamées et furieuses. »« Je suis prêt, » a hoché la tête mon gendre. Et j'ai vu, dans les reflets des flammes, briller ses yeux. Quel cri! La faim est le meilleur professeur.
Et le professeur ne s'est pas fait attendre. Quand mes princesses se sont réveillées et ont compris que la machine à café n'allait pas leur préparer un latte et que le petit déjeuner n'allait pas apparaître tout seul sur la table, le deuxième acte de notre drame a commencé. « J'ai faim », a déclaré Sophie, en sortant dans la cuisine en pyjama et s'enroulant dans un plaid. « Papa, va au magasin, achète des croissants et du vrai café. » J'étais assis à table et je buvais de l'eau bouillante dans une tasse en fer. « Le magasin est à 5 kilomètres, ai-je répondu calmement. Le camion épicerie ne passe que demain. À la cave, il y a des pommes de terre et des conserves. Tu veux manger? Prends un couteau, épluche et fais cuire. » Ses yeux se sont arrondis. « Je ne vais pas éplucher des pommes de terre sales, j'ai une manucure. » « Alors tu resteras affamé, » ai-je haussé les épaules avec indifférence. « Julien, tu veux des pommes de terre? »« J'en veux bien, Michel, » a répondu mon gendre. « Je vais nous en préparer à tous les deux, et ces dames sont apparemment au régime. » Sophie nous regardait comme si on était fous. Elle attendait qu'on se mette à rire maintenant, qu'on dise que c'était une blague et qu'on sorte des victuailles cachées. Mais on ne riait pas. On commençait l'opération de réhabilitation de l'apparence humaine dans ces beaux corps vides. Et je savais que la résistance serait féroce. La première semaine de notre exil a ressemblé à un long siège épuisant d'une forteresse où les assiégés ont épuisé leurs provisions, mais où l'orgueil ne permet pas de hisser le drapeau blanc. Les femmes tenaient la défense, refusant de se lever de leur lit aux ressorts défoncés, s'enroulant dans leur manteau en cachemire par-dessus leur pyjama et exigeant que Julien règle les questions de nourriture et de chauffage. Mon gendre, qui autrefois, au moindre claquement de doigts, courait préparer du thé au jasmin à Sophie, faisait maintenant preuve d'une résistance nordique miraculeuse, s'occupant calmement du ménage. Il passait des heures à fendre du bois dans la cour, et le bruit clair de la hache résonnait dans les environs comme un métronome comptant les dernières minutes de leur ancienne vie. Je voyais comment changeait ce gars, comment se redressaient ses épaules, voûtées par des années d'humiliation, et comment, dans son regard, apparaissait la force calme et lourde d'un homme dont dépend la survie de la famille. Dans la maison, la vaisselle propre s'est rapidement épuisée, et dans le seau à déchets a commencé à s'accumuler une montagne d'ordures que personne ne se pressait de sortir. Le froid pénétrait jusqu'aux os, parce que le poêle demandait une attention constante, et Julien et moi le chauffions ostensiblement seulement le soir, quand nous rentrions de notre recherche de provisions dans le village. Le tournant est arrivé le 4e jour, quand la faim, ce dresseur ancien et impitoyable, a finalement vaincu l'orgueil glamour. J'étais assis sur le perron, réparant la vieille clôture, et j'entendais dans la cuisine une nouvelle dispute éclater. Mais cette fois, la tonalité des cris avait changé. « Je ne peux plus continuer comme ça », sanglotait Sophie. Et dans sa voix, on entendait un véritable désespoir, pas un caprice. « Je veux bouffer, maman, je veux juste bouffer. » « Julien a dit que les pommes de terre sont à la cave, » a répondu Claire doucement, presque en chuchotant. Et j'ai compris que la glace se brisait. 10 minutes plus tard, j'ai été témoin d'un tableau qu'il aurait fallu immortaliser sur toile et accrocher au Louvre sous le titre « Retour aux sources ». Ma fille, dont les mains étaient habituées à ne tenir qu'un verre de Prosecco et le volant d'une voiture de luxe, était assise sur un petit tabouret bas devant un seau de pommes de terre sales. Sa manucure impeccable était irrémédiablement abîmée. Sur ses joues coulaient des larmes noires de mascara, mais elle n'abandonnait pas. Avec acharnement, elle enlevait la peau avec un couteau émoussé, maudissant tout mais continuant le travail. Claire, pendant ce temps, essayait de comprendre le registre du poêle, s'étant barbouillée de suie jusqu'au coude,
mais ne faisant plus la dégoûter, s'appliquant simplement à faire en sorte que la fumée aille dans le conduit et non dans la pièce. Nos regards se sont croisés avec Julien, et j'ai vu dans ses yeux un triomphe mêlé de pitié. Il voulait les aider, leur enlever ce travail sale, mais j'ai fermement secoué la tête. Pas maintenant. Le plus difficile dans notre mise en scène était de garder un visage sérieux et de maintenir la légende des poursuites judiciaires. Une fois tous les 3 jours, Julien et moi annoncions qu'on nous convoquait en ville pour des interrogatoires chez le commissaire Moreau. Les femmes nous accompagnaient avec espoir et peur, nous suppliant de savoir quand la saisie serait levée. Et nous, prenant un air de martyr, nous montions dans le vieux 4x4 et partions au tournant. Dès qu'on sortait sur la nationale et qu'on s'éloignait du village à une distance sûre, une transformation miraculeuse se produisait. Nous nous arrêtions à la première station-service convenable, allions aux toilettes, nous lavions à l'eau chaude avec du vrai savon, enlevant de nous l'odeur de fumée et d'humidité, et nous nous regardions dans le miroir, 2 conspirateurs. Notre maison en ville était vide et fermée pour tous, sauf pour nous, car les clés n'étaient qu'en ma possession et celle de Julien. Nous y venions comme dans un refuge secret, comme des espions revenant à leur base. Oh, cette sensation douce, presque vicieuse. Prendre une douche chaude, enfiler une chemise propre et simplement s'asseoir dans un fauteuil moelleux, sachant qu'à 60 km d'ici, ta femme apprend à allumer le samovar avec des pommes de pin. Nous gérions l'entreprise à distance, réglions les questions par téléphone, mais en même temps, nous savourions chaque instant de silence et de paix. Dans ces moments-là, je voyais Julien littéralement revenir à la vie. Il a cessé de se voûter, s'est mis à parler avec plus d'assurance, s'est même permis de plaisanter quelquefois sur la situation, ce qu'il ne faisait jamais avant par peur de vexer Sophie. « Vous savez, Michel » m'a-t-il dit un jour alors qu'on était assis dans notre bureau en ville à boire un bon cognac. Je pensais que je l'aimais, n'importe comment. Et maintenant je regarde et je comprends que j'aimais l'image. Et la vraie Sophie, je commence seulement à la découvrir maintenant. Et pour l'instant, elle ne me plaît pas beaucoup. Je me suis tu alors, parce que je me posais la même question à propos de Claire. Aimais-je la femme qui s'apprêtait à me voler? Ou aimais-je les souvenirs de cette jeune fille avec qui on avait commencé notre vie dans un studio? Cette expérience faisait éclater des abcès, non seulement chez elle, mais aussi chez nous. Nous retournions au village le soir, nous changeant en vêtements enfumés et nous chargeant de sacs avec les produits les moins chers. Pâtes, conserves, pain. En entrant dans la maison, nous remettions nos masques d'hommes fatigués, harcelés par le système. Alors, se précipitait vers nous. Claire, s'essuyant les mains sur un tablier qu'elle avait confectionné dans une vieille serviette. « Qu'est-ce qu'a dit le commissaire? Il y a des nouvelles ?» « Tout va mal, soupirai-je en posant les sacs sur la table. Ils ont trouvé de nouvelles infractions. Ils menacent de prison ferme. L'avocat dit qu'il faut rester tranquille et ne pas se faire remarquer. Pas d'argent pour le moment. Et je voyais dans leurs yeux l'espoir s'éteindre, remplacé par une résignation stupide face au destin. Mais en même temps que cette résignation, venait aussi quelque chose de nouveau. Elles ont cessé de faire des crises, elles ont commencé à vivre. À la fin du mois, la vie quotidienne dans notre réclusion rurale a commencé à s'organiser de façon surprenante. Sophie, qui avant ne pouvait pas différencier l'ânette du persil, a appris à faire des crêpes au lait caillé qu'on achetait chez la voisine. Claire s'est souvenue de comment sa grand-mère lui avait appris à laver les sols. Et maintenant, la maison était relativement propre. Un soir, alors que dehors hurlait le vent d'automne, j'ai vu une scène qui m'a serré le cœur. Julien était assis à table et réparait un vieux poste de radio.
Et Sophie se tenait à côté et lui tenait une lampe de poche, parce que l'électricité avait encore été coupée. Elle ne ronchonnait pas, ne levait pas les yeux au ciel. Elle éclairait simplement et regardait ses mains. De grandes mains fortes qui pouvaient réparer n'importe quoi. « Merci Sophie », a dit doucement Julien, quand la radio s'est mise à grésiller et à capter les ondes d'une station rétro. « Éclaire un peu plus à gauche, d'accord ?»« Comme ça ?» a-t-elle demandé, et dans sa voix, je n'ai pas entendu le poison habituel. « Oui, parfait, tu es formidable. » Elle a rougi, a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille, et soudain, de façon tout à fait inattendue, a posé sa main libre sur son épaule. C'était un geste léger, presque immatériel, mais Julien s'est figé, craignant de briser le moment. En 5 ans de mariage, elle ne l'avait touché que pour le repousser ou réclamer de l'argent. Et là, dans ce geste, il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect ou à de la gratitude. J'étais assis dans un coin, faisant semblant de somnoler, et je pensais, est-ce que ça marche ? Est-ce que vraiment, pour qu'elles redeviennent humaines, il fallait les traîner dans cet enfer ? Je voulais croire que le sevrage se terminait, que sous l'épaisse couche de plâtre glamour apparaissaient les vrais visages de mes proches. Julien et moi nous sommes relâchés. On a commencé à penser qu'on contrôlait totalement la situation, qu'on était des marionnettistes tirant les ficelles, et que nos marionnettes dansaient docilement la danse voulue. Nous avons perdu notre vigilance, nous enivrant de notre petite victoire, et ça a été notre principale erreur. Croyez-moi, on ne peut jamais sous-estimer le hasard. Vous pouvez planifier jusqu'au moindre détail, prévoir chaque étape, mais la vie vous lancera forcément une surprise qui renversera l'échiquier. Ce jour fatidique, nous sommes repartis en ville. J'ai dit à Claire qu'on nous convoquait pour une confrontation et qu'on devrait peut-être y passer la nuit au commissariat si l'enquêteur décidait de nous retenir. Les femmes ont accepté ça avec un calme stoïque. Elles nous ont même préparé des sandwichs pour la route. Une attention touchante qui m'a fait honte. Nous sommes partis, anticipant 2 jours de liberté et de confort. On prévoyait de vérifier les comptes, rencontrer des partenaires et simplement dormir dans de vrais lits. On ne savait pas que ce départ allait devenir le catalyseur qui ferait exploser notre mensonge de l'intérieur. La maison en ville nous a accueillis avec un confort si oublié, presque criminel, que Julien et moi, 2 hommes adultes, on est restés dans l'entrée à sourire bêtement. Après l'humidité de l'isba rural, où chaque coin sentait la moisissure et la crotte de souris, notre villa semblait le palais d'un sultan. On s'est dirigé d'abord vers la douche, et je peux jurer que jamais de ma vie je n'avais éprouvé un tel plaisir physique, des jets d'eau chaude lavant de mon corps la crasse incrustée et la tension des dernières semaines. « Michel, si on faisait griller des steaks » a crié Julien de la cuisine, et dans sa voix on entendait un enthousiasme de gamin. « J'ai trouvé du bœuf marbré dans le congélateur, et j'ai ouvert votre vin préféré. Autant en profiter. » On s'est tellement relâché qu'on a perdu toute la prudence propre aux conspirateurs. Le portail du garage est resté entrouvert. Julien avait oublié d'appuyer sur le bouton quand on avait rentré la voiture. Et la lumière vive sur la terrasse était visible de la rue comme un phare. On pensait que par ce temps, personne n'aurait l'idée de regarder autour. Et puis notre rue était calme, en impasse. On riait fort, discutant de comment Claire devait sûrement en ce moment essayer de boucher les fentes des fenêtres avec de vieux chiffons. Et ce rire était méchant, mais juste, le rire de gens qui rendent la justice. « Vous savez, patron », Julien a coupé un morceau de viande juteuse et l'a mâché pensivement. « J'ai même un peu pitié d'elle. Aujourd'hui, Sophie,
Quand je partais, m'a demandé si je ne pourrais pas lui rapporter au moins une tablette de chocolat. Elle l'a demandé doucement, sans arrogance. Peut-être que ça suffit pour elle. Peut-être qu'elles ont tout compris. J'ai fait tourner mon verre dans ma main, regardant les reflets rubis du vin. Trop tôt, Julien, ai-je secoué la tête. La pitié est mauvaise conseillère. Elles doivent non pas simplement avoir peur, elles doivent renaître. Si on lâche prise maintenant, dans un mois, tout reviendra comme avant. Sophie recommencera à exiger des diamants, et Claire à froncer le nez devant les gens ordinaires. On doit aller jusqu'au bout. On est resté assis jusqu'à tard dans la nuit, savourant le confort et planifiant le futur retour. Le matin, après un copieux petit déjeuner d'œufs au bacon et de vrai café de la machine, on a commencé à nous préparer pour le retour à l'exil. J'ai enfilé ma vieille veste enfumée. Julien a remis sa combinaison de travail et on s'est à nouveau transformé en deux perdants harcelés par la vie. Le retour a été pénible. La pluie avait détrempé le chemin de terre et la voiture était secouée de tous côtés comme un fétu dans un torrent furieux. Mais mon humeur était élevée. J'emportais avec moi un sentiment de contrôle et la certitude que quelques semaines de plus de cette thérapie me rendraient une famille parfaite. Je ne savais pas que pendant qu'on savourait nos steaks, le destin nous avait déjà porté un coup en retour. Et ce coup était dévastateur. Quand on s'est approché de la maison, la pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait gris-plomb, pesant sur les épaules. Dans la cour, c'était inhabituellement silencieux. Même le chien du voisin n'aboyait pas. J'ai coupé le moteur et regardé les fenêtres. Les rideaux étaient tirés. Aucune fumée ne sortait de la cheminée. Étrange. D'habitude, pour notre arrivée, les femmes essayaient au moins de chauffer le poêle, espérant un compliment ou des provisions. « Quelque chose me plaît pas », a grommelé Julien, et j'ai vu son dos se raidir. Trop calme. On est entré dans la maison, s'attendant à voir le tableau habituel de morosité. Un silence nous a accueillis, électrifiés de fureur. Claire et Sophie étaient assises à table au centre de la pièce. Elles n'épluchaient pas de pommes de terre, ne reprisaient pas de vêtements. Elles étaient assises droites, comme des statues de pierre, et regardaient la porte d'entrée avec des regards fixes, haineux. Sur la table devant elles était posé le téléphone de Sophie, dont l'écran brillait dans la pénombre. « Vous voilà rentrée ?» La voix de Sophie a résonné doucement, mais elle contenait tant de venin qu'on aurait pu empoisonner un puits avec. « Des interrogatoires, donc, de chez le commissaire ?» J'ai senti tout s'effondrer à l'intérieur. L'intuition du vieux businessman a hurlé comme une sirène. On nous avait découverts. Mais j'ai décidé de jouer jusqu'au bout, espérant un miracle. « Oui, ma fille, on a eu du mal à s'en sortir. » J'ai soupiré lourdement et commencé à déboutonner ma veste, m'efforçant de ne pas les regarder dans les yeux. Le commissaire est devenu complètement fou. Il menace de confisquer même les affaires personnelles. On est fatigué comme des chiens. Et là, Sophie a explosé. Elle a bondi de sa chaise avec une telle brusquerie que celle-ci s'est renversée avec fracas et elle nous a jeté son téléphone. Il est passé à côté de ma tête et a cogné contre le mur, mais l'écran ne s'est pas éteint. « Arrête de mentir, ordure !» a-t-elle hurlé, et son visage s'est déformé dans une grimace de rage terrible et laide. « Arrête de nous prendre pour des idiotes, on sait tout. Laure vous a vus, elle passait devant la maison. » Elle s'est précipitée vers Julien et a commencé à le frapper avec ses poings sur la poitrine, sanglotant et criant. « Vous bouffiez de la viande, vous buviez du vin, vous aviez la lumière allumée, le portail était ouvert. Laure a fait une vidéo et me l'a envoyée pendant que vous vous amusiez là-bas. On crève ici, on mange de la merde, on gèle, et vous vous foutez juste de nous.
Il n'y a jamais eu de saisie. C'est votre mise en scène de malade sadique. Claire s'est levée à son tour. Ses lèvres tremblaient, et dans ses yeux se tenaient des larmes d'humiliation et de blessure. « Michel, comment as-tu pu » a-t-elle gémi. Et ce reproche discret m'a frappé plus fort que les cris de ma fille. « On est ta famille. Tu nous as fait vivre dans cet enfer pendant que tu profitais du confort. Tu es un monstre, Michel, un vrai monstre. » Julien restait là, les bras ballants, laissant Sophie le frapper. Il était pâle comme la mort. Tout notre plan, toute notre éducation s'est effondrée en une seconde, se brisant sur le regard fortuit d'une copine bavarde. De pédagogues, on était devenus des bourreaux. La situation s'était inversée. Maintenant, c'étaient nous les coupables. Nous étions les menteurs et les sadiques, et elles, les malheureuses victimes de notre arbitraire. Je voyais dans les yeux de Sophie s'allumer le triomphe. Elle se sentait à nouveau dans son bon droit, à nouveau en position de force. Maintenant, elle allait exiger les clés de la voiture, exiger de l'argent pour préjudice moral et reprendre son pouvoir sur son mari. J'ai compris que j'avais une seule chance de ne pas perdre cette guerre. Un seul et unique atout que j'avais gardé pour le cas le plus extrême. Mais l'utiliser signifiait détruire les restes de leur amour-propre, les écraser définitivement. Je vais vous poser la question qui se posait à moi à cette seconde. Aurais-je dû me taire, demander pardon et essayer de me justifier en préservant une paix fragile, ou devais-je étaler sur la table la vérité la plus terrible, au risque de perdre ma famille pour toujours? Sophie continuait de crier, déversant toute la rage accumulée. « Tu vas payer pour ça, papa. Je vais demander le divorce. Je vais tout te prendre au tribunal. Et toi ?» Elle a pointé du doigt le visage de Julien. « Toi, tu n'es rien du tout. Tu es un complice. Je vais te détruire. » J'ai sorti silencieusement mon téléphone de ma poche. Mes mains ne tremblaient pas, même si mon cœur battait quelque part dans ma gorge. J'ai trouvé le bon fichier audio, la copie de ce fameux enregistrement du dictaphone, et j'ai appuyé sur « Lecture », montant le volume au maximum. On fait tout la semaine prochaine, quand il partira pour les négociations. On trouvera des junkies, qu'ils embarquent la télé. La voix de Sophie, sortant du haut-parleur, froide et calculatrice, a couvert ses cris hystériques dans la réalité. Elle s'est figée, la bouche ouverte. Sa main, levée pour une nouvelle gifle à son mari, est restée suspendue dans l'air. Dans la pièce s'est installé un silence de mort, dans lequel résonnait seulement sa voix enregistrée, discutant les détails du crime. L'essentiel, on ouvrira le coffre nous-mêmes. Papa touchera l'assurance de toute façon. Et aux flics, on fera comprendre que c'est Julien qui a oublié de mettre l'alarme, qu'il le cuisine. L'enregistrement s'est terminé, mais personne n'a bougé. Sophie reculait lentement jusqu'à ce que son dos heurte le poêle. Tout le sang a quitté son visage, le transformant en un masque blanc de terreur. Elle a reconnu ses mots. Elle a compris que je savais tout depuis le début. Claire a lâché un cri étouffé et s'est laissée lourdement tomber sur le banc, se couvrant la bouche de sa main, et me regardait avec des yeux écarquillés dans lesquels flottait une peur animale. « Vous me traitez de monstre ?» ai-je demandé doucement, et ma voix a résonné plus terrible que n'importe quel cri. « Vous dites que je me suis moqué de vous ? Oui, j'ai menti sur la saisie. Je vous ai volé 2 mois de confort. » J'ai fait un pas vers elles, et elles se sont toutes deux plaquées contre les murs. « Mais vous... » Je les ai transpercées d'un regard lourd. « Vous vouliez me voler tout. Vous vouliez engager des criminels pour qu'ils saccagent notre maison. Vous vouliez piéger Julien, ton mari, Sophie, et le père de ton enfant, pour la prison. Vous vouliez nous détruire pour de l'argent. »
J'ai jeté les clés de la maison en ville sur la table en planche. Elles ont tinté comme des douilles tombées au sol après un coup de feu. On est à égalité, ai-je constaté. Je vous ai rendu votre dette. Et maintenant, écoutez-moi très attentivement, parce que je ne me répéterai pas. Sophie a glissé le long du poêle jusqu'au sol et s'est couvert le visage de ses mains. Il n'y avait plus de cris, plus de revendications. Il n'y avait que la conscience écrasante que leur petit sale secret était devenu public et qu'aucune Laure, avec sa vidéo, ne pouvait maintenant effacer ce fait. La vérité, nue et hideuse, se tenait au milieu de la pièce et détourner les yeux était inutile. Sophie a lentement levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus ni colère, ni arrogance, ni cette morgue furieuse avec laquelle elle venait de nous lancer des accusations. Il y avait le vide et la peur. La peur non pas de la prison, mais du fait que maintenant, moi, son père, je savais qui elle était vraiment. Les masques étaient arrachés, et en dessous se révélait une laideur qu'aucun fond de teint ne pouvait camoufler. « Papa » a-t-elle chuchoté, et sa voix a tremblé comme une corde cassée. « Papa, on ne voulait pas, c'était juste... » « Juste quoi ?» l'ai-je interrompu sans élever la voix. « Juste du business, juste un moyen d'obtenir l'argent que je vous donnais de toute façon. Tu voulais faire emprisonner ton mari, Sophie. Tu voulais détruire sa vie simplement pour qu'il ne t'empêche pas de dépenser mon héritage. » Claire a soudain sangloté fort et pitoyablement, se cachant le visage dans les paumes. « Michel, pardonne-nous, le diable nous a tentés. C'était pas méchant. On a juste eu peur que tu nous coupes les vivres. » « Je ne suis pas un prêtre, Claire, pour pardonner les péchés, » ai-je tranché, sentant tout se pétrifier à l'intérieur. « Et pas un juge. Je suis votre mari et père, et c'est précisément pour ça que je ne vous ai pas livré à la police, même si Pierre insistait. Il a préparé tous les papiers, et croyez-moi, les preuves auraient largement suffi pour de la prison ferme. » Je me suis approché de la table et posé ma paume sur les clés de la maison en ville. Le métal refroidissait ma peau. « En rentre en ville », ai-je prononcé, et j'ai vu dans leurs yeux briller une lueur d'espoir. « Mais je vous préviens tout de suite, la vie sera différente. La saisie des biens est levée. C'était une mise en scène. Mais la saisie de votre conscience n'est pas levée, et seul vous pourrez la lever. » J'ai parcouru du regard le décor misérable de la maison parentale, qui avait été témoin de notre chute et, je l'espère, de notre renaissance. Plus de personnel à la maison, ai-je continué, pesant chaque mot. La femme de ménage, le cuisinier, le jardinier, je les ai renvoyés. Vous voulez de la propreté, prenez des chiffons. Vous voulez manger, mettez-vous au fourneau. Si ça ne vous plaît pas, restez ici. Je mettrai cette maison à votre nom. Vivez comme vous voulez. Je virerai de l'argent sur vos cartes exactement dans les montants nécessaires pour une vie modeste. Pas de grandes marques, pas de Maldives, tant que je ne verrai pas que vous êtes redevenue humaine. Julien, qui était resté silencieux tout ce temps, a soudain fait un pas en avant. Il s'est approché de Sophie, qui était toujours assise par terre, et lui a tendu la main. Pas comme un serviteur aidant sa maîtresse, mais comme un homme offrant son aide à quelqu'un qui est tombé. « Et encore une chose, » a-t-il dit fermement, la regardant dans les yeux d'en haut. « Je ne suis plus un meuble, Sophie. Je suis ton mari et le père de notre fils. Si tu élèves ne serait-ce qu'une fois la voix sur moi, ou que tu essaies de m'humilier devant Thomas, je pars et j'emmène mon fils. Le tribunal me le confiera, vu les circonstances. Tu m'as compris ?» Sophie regardait sa main, puis son visage, comme si elle le voyait pour la première fois. À cet instant se jouait leur destin.
Elle pouvait repousser sa main d'un coup, cracher et rester ici, fière et seule. Mais elle a lentement, avec hésitation, glissé sa paume dans sa large main calleuse. Julien l'a relevée d'un geste brusque. « J'ai compris », a-t-elle dit doucement en baissant la tête. « Rentrons à la maison. » Les préparatifs ont été brefs. On n'a rien pris de superflu, seulement ce avec quoi on était venu, plus quelques pots de confiture que Claire, à ma surprise, avait préparé la semaine dernière avec des pommes locales. Quand on est sorti sur le perron, la pluie s'était définitivement arrêtée, et à travers les nuages lourds, aperçait un rayon de soleil fin et timide, éclairant l'herbe mouillée. J'ai fermé la porte de la maison parentale, mis le gros cadenas, et mentalement salué les murs qui m'avaient aidé à retrouver ma famille. Quand on est entré par le portail de notre villa en ville, elle m'a semblé différente. Elle avait cessé d'être une forteresse bourrée d'objets de luxe et était redevenue simplement une maison, un endroit où vivent des gens. Les premières semaines ont été difficiles. L'habitude est une force terrible. Et je voyais comment Sophie était parfois littéralement tordue par l'envie de craquer, de crier, d'exiger. Mais dès qu'elle croisait mon regard lourd ou voyait le visage calme mais ferme de Julien, elle se reprenait. La peur de tout perdre s'est révélée plus forte que l'orgueil. Mais peut-être que ce n'était pas seulement la peur. Peut-être que cette saleté par laquelle on était passé avait vraiment lavé quelque chose dans leurs âmes. Claire, privée de personnel et de visites infinies dans les instituts, a soudain trouvé sa voie dans le jardin. Elle, qui avant avait peur de se casser un ongle, passait maintenant des heures à s'occuper des roses, à tailler les buissons, et, je crois, pour la première fois depuis des années, elle semblait apaisée. « Tu sais, Michel, » m'a-t-elle dit un soir en secouant la terre de ses gants, « la terre apaise vraiment. J'avais oublié comme c'est agréable de voir quelque chose pousser grâce à tes mains. » Sophie s'est inscrite à des cours d'architecture paysagiste, pas pour le diplôme à accrocher au mur, mais pour de vrai. Je la voyais assise la nuit sur ses plans, mâchonnant son crayon, enragée quand ça ne marchait pas, mais ne pas abandonner. Et surtout, son attitude envers Julien a changé. Elle a cessé de le regarder comme un vide. Dans son regard est apparu du respect, mêlé de méfiance. Elle a compris que ce type doux était capable d'action, et cette découverte l'a obligée à tout réévaluer. Thomas est revenu de chez sa grand-mère bronzé, heureux et ne se doutant de rien. Il courait partout dans la maison, racontant la pêche et ses copains du village, et son rire résonnait enfin dans une maison débarrassée de la fausseté. Julien et moi le protégions de la vérité comme on pouvait. Pour lui, que cette histoire reste simplement une étrange aventure d'adulte. 6 mois ont passé. Dans notre maison, il n'y a plus de cris à propos d'argent. On vit peut-être moins glamour qu'avant, mais humainement. J'ai recommencé à faire confiance à ma femme. Même si, je l'avoue honnêtement, l'ancien amour aveugle n'est plus là. Il y a un attachement chaleureux, il y a un passé commun, il y a le pardon. Notre blessure est restée, et elle fait parfois mal quand il pleut. Julien et moi, on n'est plus simplement beau-père et gendre, on est devenus de vrais amis. Il dirige maintenant un de mes plus gros garages, et je sais que je peux tout lui confier. Parfois, quand nos femmes commencent à se disputer pour une bêtise, par exemple quelle couleur de rideau mettre au salon, on échange un regard avec Julien, et dans nos yeux dansent des petits diables espiègles. « Julien !» dis-je assez fort pour que tout le monde entende. « Le commissaire Moreau m'a appelé. Il dit qu'il a des questions sur les vieux dossiers. On pourrait y aller pour un interrogatoire de 5 jours ?» Vous auriez dû voir comment elles se taisent. Instantanément. La dispute cesse, sur leur visage apparaissent des sourires angéliques, et Sophie dit avec douceur « Papa, quel interrogatoire ? Allez, prenons plutôt le thé avec une tarte, c'est moi qui l'ai faite. »
et on s'assoit pour prendre le thé. Je mange la tarte que ma fille a préparée. Je regarde ma femme qui discute des devoirs avec mon petit-fils et je pense que c'était le projet le plus cher, le plus risqué, mais le plus important de ma vie. Je n'ai pas simplement préservé l'argent. J'ai récupéré ma famille, peut-être un peu cabossée, avec des cicatrices, mais vivante et vraie. J'ai compris une chose simple que je veux partager avec vous pour finir. Prenez soin de ceux qui sont près de vous, mais ne les laissez pas vous marcher dessus. L'amour ne doit pas être aveugle, et la bonté sans dents. Et maintenant, je veux m'adresser à vous, mes amis. Écrivez honnêtement dans les commentaires, auriez-vous pu, après tout ça, vivre avec une telle famille sous le même toit, sachant ce qu'elles avaient préparé contre vous? Ou la trahison est-elle une ligne après laquelle il n'y a pas de retour possible? Et ai-je fait une erreur en leur pardonnant?